Alors moi, j'ai le plaisir d'ouvrir la polyvalence numéro 7 en tant que représentante de la commission design et art appliqué de la DAGP. Et alors je vais dire quelques mots donc, sur les polyvalences. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà venus, mais c'est un cycle et il y en aura d'autres. Donc n'hésitez pas à revenir nous voir, on sera ravis. Donc quelques mots, la polyvalence, il y a plusieurs choses. C'est effectivement prendre le temps en fait, d'exposer toutes les dimensions d'un projet. Alors au mieux, en général, c'est un projet en cours. Et de présenter aussi les acteurs parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de le faire. Ça se présente assez peu. Alors, j'ai pris quelques notes. Donc on a en général, on fait attention dans la commission à inviter des designers, enfin une pluralité d'approches, ce qui va enrichir un peu la définition qu'on peut se faire du design. Donc ce soir vous allez avoir une super démonstration d'une pratique qui se construit, c'est-à-dire qu'elle dessine sa propre pratique. Donc c'est très intéressant. On a aussi beaucoup, on essaie de laisser la parole à des gens dont les projets ne sont pas forcément aussi médiatisés parce que ça ne s'y prête pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des projets dans le design, vous avez des gens qui travaillent dans les rapports entre les choses plus que des résultats. Donc c'est là un temps important pour ceux qui ne peuvent pas présenter juste une image pour leur projet. C'est une carte blanche aussi laissée pour organiser sa séance. Donc merci beaucoup à Anne, sur qui je vais dire quelques mots, mais qui va le dire mieux que moi. Merci beaucoup à Anne de prendre le temps, en fait, parce que c'est pas forcément évident, de présenter déjà une recherche, donc d'exposer une recherche, c'est un vrai travail, et aussi d'exposer un travail en cours. Donc là, il y a un vrai challenge, elle le sait. Et donc, merci à elle d'avoir travaillé là-dessus. Il y a eu un oui unanime, j'ai envie de le dire, pour la commission quand ton travail a été présenté. Je ne vais pas tout déflorer maintenant, mais je pense que ce qui est intéressant avec les commissions de la DAGP, c'est qu'on se base vraiment sur des projets. Et donc, je n'ai pas eu à exposer ton parcours, qui est pourtant très intéressant d'un point de vue CV. Mais en fait, le projet a vraiment été convaincant pour tout le monde dans cette dimension. Déjà, c'est très actuel, mais je vais vous laisser en parler. Et alors après, juste un petit mot, pourquoi j'ai souhaité inviter Anne. J'aimerais décrire ce qu'elle fait en action. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer son travail à Limoges, en fait, parce qu'on s'est retrouvés toutes les deux, je dirais chercheuses plus que designeuses dans cet endroit magique qu'est l'ENSA de Limoges. Donc une école, mais qui accueille aussi des chercheurs. Et j'ai pu voir Anne travailler. Et en fait, Anne a une façon de travailler avec tous ses sens qui est assez remarquable. J'ai d'abord rencontré Anne en discutant de chasse. Alors ça paraît un peu bizarre, mais c'est pour dire ô combien, en fait, Anne, quand elle travaille, va s'intéresser à vraiment tous les facteurs, tous les acteurs, tout ce qu'elle peut rencontrer sur le terrain, qu'elle analyse en fait. Effectivement, donc on va parler de terrain, de randonnée. Enfin, et je l'ai rencontrée aussi parce qu'elle se laissait expérimenter et au niveau des process, mais donc des process qu'on peut apprendre dans des écoles ou dans des manufactures, mais elle fait de la recherche même sur ses propres procédés de mise au point, des mots. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir tout ça et j'espère que ça se passera très bien. Bon, du coup, je prends la suite. Bonsoir, merci à la DAGP pour cette invitation et merci à toutes et tous d'être venus nous écouter ce soir. Je m'appelle Anaïs Rush et voilà, je fais aussi des recherches en cours sur les questions d'art et d'écologie depuis pas mal d'années. Et je vais simplement, donc je vais modérer cette table ronde et donc je vais tout simplement commencer par vous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. D'abord Anne, évidemment, donc tu es originaire d'Alsace, tu vis et travailles à Paris. Alors c'est une formule qui cache tous tes nombreux déplacements dans les territoires qu'on va voir tout à l'heure. Tu es diplômée de l'École des Beaux-Arts de Nancy en 2011, puis de la Design Academy de Eindhoven en 2016. En 2017, tu as remporté le prix Coal avec Rising from the Ashes, qui deviendra la première étape en fait de ton long projet de recherche qu'on va découvrir dans un instant.
Et ce prix Coal 2017, en fait, a aussi été pour moi, ou pour nous, en fait, une forme de retrouvaille, puisque, pour la petite anecdote, on dansait ensemble enfant, on s'est perdu de vue au lycée, on s'est retrouvés 15 ans plus tard, en découvrant qu'on travaillait, en fait, dans les mêmes champs. Donc c'est assez improbable. Et donc après ce prix, donc, tu as continué, en fait, avec une formation prédoctorale de recherche en design, de l'ENS Paris-Saclay, Télécom Paris-Tech et l'ENSI et de l'ENSA Lab en 2020-2021. Et pour qualifier très rapidement, donc pareil, je ne vais pas décrire, en fait, puisque c'est vraiment l'objet de la table ronde, ta recherche en cours, mais on peut dire que ton approche du design, elle s'inscrit dans une démarche écologique et sociale extrêmement forte, et qu'on pourrait, en ce sens, la qualifier, en fait, de design écosocial, c'est-à-dire un design qui est situé dans les milieux, dans les territoires, un design qui est critique et réflexif, et pour lequel, en fait, la dimension écologique et les enjeux sociaux sont vraiment inséparables, ils sont interdépendants, et ils vont se manifester, alors pas uniquement justement dans ce processus de design, donc un peu cette approche qu'on peut avoir de penser l'écologie et la dimension sociale dans la conception, dans la production, dans l'utilisation et dans la description, dans la destruction, donc dans ce rapport un peu de design-objet. Mais en fait, c'est surtout dans ta démarche une volonté de prendre soin de milieux de vie et de créer par le design des situations qui vont être favorables à la diversité des écosystèmes, à leur durabilité et au déploiement d'un grand nombre de formes de sensibilité. Et donc c'est ce qu'on aura l'occasion d'entendre ce soir, où on va vraiment, tu as choisi d'inviter vraiment des praticiens, des praticiennes avec qui tu travailles et avec qui tu co-construis vraiment cette recherche. Et donc je vais là aussi vous présenter Michel Chalot au milieu. Donc vous êtes professeur d'université, animateur du laboratoire Cronan Environnement, donc à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes un grand spécialiste du phytomanagement des sites et sols pollués, et vous avez près de 25 ans d'expérience en la matière. Donc vous décrirez vous-même qu'est-ce que ça signifie, parce que je serais très mal placée pour le faire. Patrick Audevar, vous êtes artiste couleur et décor céramique basé à Limoges. Vous avez plus de 50 ans d'expérience. Vous êtes aujourd'hui un jeune retraité très actif, puisque la passion ne prend jamais la retraite. Vous êtes formé aux Arts du Feu à l'École nationale des arts décoratifs de Limoges, qui, je crois, portait un autre nom à l'époque. Vous avez ensuite travaillé comme décorateur en entreprise, puis vous avez, en tant que technicien, intégré donc cette école d'art à Limoges, puis également le CRAFT, le Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre. Et vous avez, à travers votre longue trajectoire, accompagné un nombre incroyable d'étudiants et d'artistes avec qui vous avez vraiment forgé cette pratique que vous allez nous décrire, cette acuité basée sur vraiment une expérience très empirique. Et enfin, vous avez aussi une pratique artistique individuelle, un art d'accommoder les restes, comme vous la qualifiez, dont on aura aussi l'occasion de parler. Et enfin, Caroline Perret, donc vous travaillez à Montbéliard, vous êtes diplômée de Master 2 en socio-anthropologie, et vous avez réalisé votre travail de master sur la mémoire sociale d'une ancienne usine textile byzantine, l'usine Rodiaceta, qui a été reconvertie assez récemment en parc urbain post-industriel. Vous êtes médiatrice scientifique à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, et aussi chargée de mission sciences avec et pour la société dans cette même université. Donc on voit déjà, on va dire, les trois aspects, quelque part, les trois piliers qui sont au cœur de ta recherche, Anne. Et donc, on va démarrer. Je te laisse peut-être revenir un tout petit peu en arrière sur la jeunesse du projet et nous expliquer comment tu es arrivé à lancer, en fait, ce travail de recherche. Ça marche directement. Très bien. D'abord, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci d'avoir fait le déplacement pour venir nous écouter. Et j'espère que vous serez aussi passionnés que nous le sommes. Voilà. Donc, effectivement, peut-être pour revenir rapidement pas tout à fait sur mon parcours, mais plutôt sur ma construction en tant que designer et ma vision de mon métier. Voilà, je suis partie
poursuivre mes études en Hollande, parce qu'il y avait une approche là-bas qui m'intéressait autour de la forme, des couleurs, de la matière. Et j'ai vraiment une appétence pour effectivement la matière, ses propriétés. Et puis, au cours d'un projet, en fait, on avait un projet à faire sur le bois, à nous de faire ce qu'on souhaitait. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé assez rapidement avec le bois, c'était aussi en lien avec mon grand-père qui le travaillait beaucoup et qui, en fait, quand j'étais chez eux, chez mes grands-parents, chez mon grand-père, je pouvais voir du mobilier, en fait, où il y avait une diversité d'essences. Et puis, en fait, j'ai fait le constat qu'aujourd'hui, notamment à cette époque, j'étais étudiante, mais je crois que c'est pas juste pour le cas des budgets d'étudiants, mais je me suis rendu compte que, en fait, il y avait dorénavant très peu d'essences de bois qui étaient utilisées pour construire des meubles, entre autres. Et assez rapidement, en fait, j'ai fait un lien entre le manque d'essence de bois et la perte de biodiversité, en fait, dans nos forêts, et notamment certains fabricants qui, du coup, vont vraiment planter des monocultures. Donc déjà là, je pense qu'on se rend compte un petit peu de mon orientation. Du coup, assez rapidement, en fait, j'ai fait le lien entre les matériaux, la ressource, la gestion de la ressource et la gestion de nos milieux, en fait, une gestion responsable de nos milieux, voilà. Donc, en haut, on peut voir, c'était des pièces que j'avais fait en utilisant différentes essences de bois. Et en fait, je m'étais focalisée pour justifier véritablement l'usage de ces essences. Je me concentrais en fait sur les propriétés de ces bois. Le projet en dessous, ce sont des bancs. Là, c'était un projet sur des questions par rapport à la déforestation et comment réfléchir à agir contre la déforestation. Et donc, c'était une réflexion autour d'une transformation de nos modes de production avec une diversité d'essences, en fait, d'essences peu connues en utilisant sur le marché du mobilier. On allait valoriser la forêt, les forêts tropicales et privilégier finalement une gestion du végétal plutôt que de raser des forêts. Et puis bon, bref, pour des exploitations d'or, d'autres métaux, bref, vous connaissez l'histoire. Et donc après, j'en viens à c'est le moment de faire mon projet de diplôme et là, je continue à m'intéresser en fait aux propriétés des végétaux, des plantes, enfin des bois, puis voilà des végétaux, avec une idée en tête qui persiste encore, c'est qu'en fait il y a une érosion de la biodiversité et que le végétal en fait est le maillon majeur de la biodiversité et que autant ça peut être une victime, mais ça peut être aussi une solution puisque gérer de manière responsable, voilà, ça peut être une ressource renouvelable. Donc, à ce moment-là, je m'intéresse aux propriétés des végétaux et en fait, en cherchant un petit peu des végétaux avec des propriétés particulières, je tombe sur ce qu'on peut appeler des super plantes, mais aussi des plantes hyper accumulatrices de métaux lourds. Et en regardant un peu plus loin, qu'est-ce que sont que ces plantes, qui les utilise, etc. Je tombe sur le travail d'une chercheuse, d'une chimiste, Claude Grison, donc, qui, elle aussi, est spécialisée dans toutes ces questions de phytoremédiation. Donc, je me rapproche d'elle, et puis c'est comme ça que commence mon projet, donc, qu'on voit en haut à droite, donc, Rising from its Ashes. Et en discutant et en développant le projet à ses côtés, elle me sensibilise en fait aux questions de la pollution des sols, de ces fameux végétaux, des différentes techniques, etc. Et donc à ce moment-là,
au-delà de ce projet très matériel, eh ben, c'est le point de départ en fait, de ma recherche. Et, pardon, ça allait trop vite. Mince, tout est dévoilé. Voilà. Et donc, ce fameux... cette recherche qui est en fait un site web, parce que au départ, et puis Michel va rapidement prendre le relais pour en dire plus, mais un de mes objectifs, au-delà de chercher en fait, comme vous avez pu le voir en préambule, au-delà de chercher des valorisations des plantes qui sont utilisées dans des procédés de dépollution des sols, mon envie, en fait, mon objectif, c'était aussi de les faire connaître au grand public, mais aussi d'apporter des informations aux preneurs de décision, on va dire, et de leur montrer ce qu'il est possible de faire, montrer l'ampleur du problème, etc. Et d'où le fait de développer en fait un site web où on pourrait trouver des informations sur ce sujet. Voilà. Donc ensuite, voilà. Donc on n'en voit qu'une partie, mais donc là c'est la carte de France avec les sites pollués répertoriés en fait à cette époque en 2016 par la plateforme gouvernementale Basse-Sol. Voilà, je suis pas sûre qu'elle existe encore. Enfin. Ce dont je me suis rendu compte au fil de mes recherches aussi, c'est que en allant sur certains territoires, en fait, certains territoires étaient indiqués comme n'ayant pas de sites pollués. Et en allant moi-même sur le terrain, je me rendais compte qu'il y en avait énormément. Donc je vais passer la parole à Michel, qui va tout de suite nous en dire plus sur les procédés de phytoremédiation ou de phytomanagement. Voilà, il y a différentes appellations. Merci Anne déjà pour l'invitation. Alors en effet, donc, je suis professeur d'écologie, de biologie. Et ma spécialité en termes de... Donc je suis enseignant-chercheur et ma spécialité, c'est l'ingénierie écologique pour la restauration des sols. Alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres, il y en a quelques-uns là, mais ce seront les seuls. Il faut bien considérer que le sol, c'est une ressource qui est essentielle pour l'homme. Et malgré tout, cette ressource, elle n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. Et il y a un chiffre, si vous deviez retenir un seul chiffre ce soir, eh bien, c'est un chiffre qui figure sur cette diapo. C'est plusieurs dizaines d'années, plusieurs centaines d'années pour constituer 1 centimètre de sol. Je pense que s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas renouvelable à l'échelle humaine. Et malgré tout, donc, eh bien, on fait le constat malheureux que, par exemple, dans l'Union européenne, il y a 60% des sols qui sont dégradés. Alors dégradés, il y a plusieurs types de dégradation. Ça peut être l'érosion, ça peut être l'excès de minéralisation, ça peut être... et surtout, ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse dans mon travail de recherche, c'est la pollution. Et en particulier, la pollution par les éléments métalliques, par les métaux. Il y a environ un tiers des sols pollués qui le sont par des métaux. Liées à différentes activités industrielles passées, etc. Et donc, c'est ce qu'on voit sur une partie de la diapo, les principales menaces avec l'érosion, la pollution, etc. Donc, évidemment, quand on a des petites surfaces de quelques dizaines de mètres carrés, centaines de mètres carrés, on peut traiter avec des techniques qui sont dites hors sol. C'est ce qu'on voit à droite sur la partie de la diapositive ou sur site. C'est des techniques qui coûtent très cher, qui sont très destructives, puisqu'on va stériliser totalement le sol. Et donc l'idée, c'est de faire appel à des solutions plus douces, qui sont ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Et ces solutions, eh bien, elles exploitent les propriétés des végétaux à se développer sur justement des sols pollués. C'est ce qu'on appelle la phytostabilisation. Donc ça va permettre dans un premier temps de stabiliser les polluants pour faire en sorte qu'ils ne se disséminent pas dans l'environnement. C'est vraiment important. Donc c'est la phytostabilisation. Il n'y a rien de pire qu'un sol pollué qui reste sans végétation. On en voit beaucoup en région parisienne, des friches industrielles qui sont dépourvues de végétation et qui sont polluées. Il n'y a rien de pire. Donc dans un premier temps, l'idée c'est de revégétaliser. Et donc notre métier, nous, c'est de sélectionner les meilleures espèces végétales justement pour reconquérir ces espaces pollués. Et puis pour aller plus loin, eh bien aussi, on peut faire appel à des plantes qui ont des propriétés encore plus exceptionnelles,
qui sont celles d'accumuler, de prélever les métaux dans le sol et de les accumuler dans leur feuille, dans leur partie aérienne. Et c'est ça qui va faire tout l'objet du travail qu'on mène au laboratoire et le travail qu'on mène en collaboration avec Anne en particulier. Donc les feuilles de ces végétaux sont capables de prélever, d'accumuler donc les métaux. Donc, et donc tout notre travail, nous, consiste à sélectionner les meilleures espèces, à sélectionner également les micro-organismes parce que les plantes ne sont pas les seuls organismes vivants dans le sol. Donc on a tout un cortège de micro-organismes qui sont importants pour aider à la croissance des végétaux dans ces milieux très compliqués. Donc voilà, la phytoremédiation, c'est l'utilisation des plantes pour stabiliser ou pour éventuellement extraire les métaux des sols. Alors je ne sais pas s'il y a une autre diapositive après. Non, pour l'instant, ce sera tout. Donc je te redonne la parole. Oui, du coup, c'était important que ce soit un petit peu clarifié au départ de qu'est-ce qu'il s'agit en fait. Et donc pour en revenir à mon premier projet sur le sujet, donc Rising from its Ashes. Donc ce projet a été développé dans les Cévennes, dans le sud de la France, sur un ancien site minier en fait, où là-bas il y a, donc malheureusement là on les voit pas, vous pourrez le voir sur le site, mais sur ce site minier, en fait, il y a quasiment plus rien qui pousse. Il faut vraiment s'imaginer un quasi-désert. Et en fait, il s'avère qu'il y a 2 plantes qui ont réussi en fait à survivre, à s'adapter. Et c'est en étudiant ces plantes, donc le laboratoire Chimeco de Montpellier, qui se sont rendus compte en fait que ces plantes avaient des capacités assez particulières à aller absorber ces polluants, ces métaux lourds du sol. Et donc, moi, mon objectif, c'était de chercher qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces végétaux chargés en éléments métalliques, en métaux lourds. Et pour ça, en fait, le lien assez rapide, et c'est important que je le précise là, c'était aussi de me poser la question du contexte, en fait, social, et notamment le fait qu'il y a il y a beaucoup de savoir-faire là aussi. Je parlais tout à l'heure d'érosion de la biodiversité, mais aussi des savoir-faire, même si c'est en train on reprend la main progressivement en ce moment. Mais du coup, c'était important pour moi de réfléchir aux savoir-faire locaux. Et donc, en regardant sur ce territoire, il y a une tradition potière, donc, notamment avec les vases d'Anduze, qui sont originaires de là-bas. Et donc, assez rapidement, j'ai fait le lien avec l'usage, en fait, de ces fameux métaux lourds qu'on appelle aussi des oxydes métalliques, et qui sont en fait des éléments qui vont permettre en fait de colorer, j'ai envie de dire, ou de donner des effets à des éléments vitreux. Je précise bien vitreux parce qu'une de mes références, en fait, une de mes références, c'était en fait par rapport à la gestion des déchets, que ce soit des déchets nucléaires, que ce soit des déchets de l'amiante. Une des façons de les neutraliser, en fait, c'est de les encapsuler dans du verre. Et parce que cette matière, en fait, permet de les neutraliser, parce que c'est une matière amorphe. Voilà. Et donc, assez rapidement, donc, j'ai fait le lien en me disant, si cette matière vitreuse neutralise ces éléments, et les émaux, qui sont en fait une fine couche de verre qui est en interaction avec le tesson en dessous, mais ils devraient pouvoir les neutraliser. Et du coup, assez rapidement, je me suis lancée dans une exploration autour des émaux. C'était pas ma pratique initiale puisque je suis designer, mais on a un peu touche à tout, donc je me suis lancée là-dedans. Toujours accompagnée effectivement de spécialistes, de céramistes à ce moment-là, pour m'accompagner dans le développement de ces émaux. Et le challenge était, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce qu'on peut obtenir des couleurs ou est-ce
est-ce qu'on arrive à vitrifier ces plantes et plus précisément ces cendres, puisque mon travail pour l'instant, ou en tout cas il a commencé autour de la cendre, puisque les végétaux en fait donc sont constitués de matière organique, inorganique, et en les calcinant, eh ben, on va retirer la partie organique, il restera plus que la partie inorganique, et donc les éléments minéraux qui permettent ensuite de fabriquer ces émaux. Voilà, donc j'ai réussi effectivement à faire des émaux, et à partir de ces 2 petites plantes qui poussent là-bas, c'est important aussi de préciser que là-bas, donc sur ce site dans les Cévennes, à Saint-Laurent-le-Minier, donc ces 2 plantes sont étudiées par le laboratoire de Claude Grison, et elles sont étudiées, et enfin, à Montbéliard, dans le laboratoire de Michel, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'en fait, on va chercher à les mettre en culture, ces plantes, puisque c'est des plantes la plupart du temps qui vont apparaître de manière spontanée, qui s'adaptent au site. Il y en a quelques-unes. En l'occurrence, pour ce projet-là, c'est Antilis vulneraria et Nocea carulescens. Voilà. Donc, ces 2 petites plantes, vraiment toutes petites, qui se sont adaptées. Le laboratoire a cherché à les mettre en culture, mais c'est pas évident. Puis, les mettre en culture ensuite, il faut les amener sur le site. C'est pas évident. Et donc, les laboratoires font ces études-là. Moi, je me suis rapprochée d'eux. J'ai pu obtenir effectivement ces plantes, en tirer des cendres. Mais assez rapidement, avec ce projet, en fait, enfin plutôt à l'issue de ce projet, et lorsque je l'ai présenté pour les premières fois, on est venu me demander mais est-ce que si je voudrais avoir du carrelage comme vous avez fait chez moi, est-ce que ce serait possible? Et en fait, je me suis retrouvée face à cette question à répondre tout simplement pour l'instant non, parce que ces plantes ne sont pas cultivées à suffisamment grande échelle. Et puis donc c'est là que commençaient en fait à se poser la question, mes premières questions de recherche en fait, la reproductibilité, la mise en culture, l'échelle de production, toutes ces questions-là. Et donc voilà, ce projet en fait me tracassait un petit peu, j'avais envie de le poursuivre, et donc une des premières questions aussi, avant de le poursuivre, c'est que je me demandais, est-ce que ça fonctionnerait avec d'autres plantes, sur d'autres sites? Et du coup, vous le voyez encore en fond, il y a beaucoup de sites, il y a peu de plantes, elles sont vraiment en cours d'étude, ils les cherchent constamment, et donc l'idée, c'était de pouvoir élargir ma palette de couleurs. Donc, le premier objectif, le nouvel objectif, c'était de développer une palette de couleurs. Pour ça, j'ai saisi l'opportunité, effectivement, d'une résidence à l'école d'art de Limoges, une résidence de recherche. Cette école est vraiment spécialisée dans les arts du feu, donc c'est vraiment un outil incroyable, tant au niveau humain que matériel. Et donc, c'est au cours de cette résidence que j'ai rencontré Patrick. Et donc, le choix, en fait, d'aller là-bas, comme je l'ai dit, c'est effectivement l'outil que représente cette école, mais aussi par rapport au patrimoine, au savoir-faire autour de la porcelaine, autour des émaux, émaux sur métal, mais voilà. Et en fait, le lourd passé minier qu'il y a là-bas, puisqu'en fait, il va y avoir des mines partout. Voilà. Donc, j'ai commencé cette résidence, et puis j'ai rencontré tout de suite Patrick, que je suis allée voir, puisqu'il était responsable de l'atelier couleurs. Et donc, je lui ai présenté mon projet, et assez rapidement, il m'a lancé, parce qu'il va nous en parler un petit peu, mais il a une approche justement des couleurs, et puis même de la pratique que je qualifierais de relativement empirique, et dont j'avais besoin pour me mettre en selle. Et donc rapidement, en fait, je vais on le voit, hop,
plutôt que de rester sur cette image. Voilà. Donc, en arrivant à Limoges, en rencontrant Patrick, il me lance, il me pose une question aussi assez terre à terre de tu les as ces plantes, c'est quoi la matière première? Donc en arrivant là-bas, je commence à explorer en fait le territoire, à rencontrer des géologues qui vont m'emmener sur différents sites abandonnés, des anciennes carrières, des anciennes mines. Là, c'est une de mes chouchoutes, la carrière ou la mine de Vollery. Voilà. Et comme vous pouvez voir d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui y pousse. Il y a quelques plantes et du coup, moi, l'idée, c'est d'aller sur ces sites et puis pour l'instant, de me comporter en cueilleuse et d'aller récolter mes plantes, voilà, et de les transformer. Et tout ça donc avec Patrick qui peut-être va pouvoir nous dire quelques mots dans l'accompagnement qu'il a eu avec moi et notamment la transformation de ces cendres et la dimension un petit peu pédagogique. Enfin voilà. Bon. Merci Anne. Bon, je vais essayer de situer le contexte. Je suis Auviennois, donc j'habite Saint-Thierry. Saint-Thierry-la-Perche, c'est la découverte du kaolin. Donc qui a par la suite a pu créer une industrie porcelainière importante. J'ai travaillé quelques années dans l'usine de Lassigny, qui était une des premières usines en Limousin, qui date de 1774, comme peintre, enfin, par la suite j'ai intégré cette usine, j'ai travaillé comme peintre décorateur. Et j'ai eu plusieurs expériences industrielles et en même temps toujours à charge de trouver des solutions pour produire des objets avec des couleurs qui cuisent à différentes températures. Enfin, souvent des moutons à 5 pattes qu'il va falloir résoudre pour pouvoir les commercialiser. Donc, je rencontre Anne à l'école des Beaux-Arts. Je suis assistant donc couleur, responsable de l'atelier couleur. Et elle me fait part de son projet. Je connais le territoire, donc je la mets en relation avec des gens, des acteurs du territoire, qui sont des gens des municipalités voisines, des gens qui connaissent parfaitement les lieux, et petit à petit la mettre un petit peu sur la voie et sur la piste de ces végétaux. Donc, dans un deuxième temps, elle récupère les plantes. Après les avoir incinérées, on essaie de produire des couleurs avec. Donc, les couleurs à partir des plantes, c'est un mélange on mélange les cendres à de la silice ou à des feldspaths et on se rend compte sur les premiers essais de quels sont les résultats, d'abord à de basses températures, à plus haute température, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu le travail que nous menons actuellement, et là où nous en sommes. Alors, je suis un peu embarrassé, c'est pas un type d'exercice qui me sait. Non, mais je vais prendre le relais aussi pour parler un petit peu de cette approche, parce que du coup... effectivement, j'ai pu faire des essais grâce à l'ENSA qui a un petit peu tous les outils pour, ou plutôt beaucoup de fours avec des cuissons différentes qui me permettent vraiment d'explorer tout un tas de cuissons et d'obtenir ma palette de couleurs justement. Mais pour obtenir une première palette de couleurs, je répète ce que j'ai dit, mais au départ, je ne suis pas céramiste, je ne suis pas décoratrice sur porcelaine, etc. Et donc, c'est vraiment Patrick qui me guide. Et quand on veut justement développer cette fameuse palette, qu'il y a une infinité de sites sur ce territoire, les plantes, autant là vous pouvez voir un site où il n'y a quasiment pas de plantes, mais à un moment donné je me retrouve sur un autre site. Alors là c'est pas tout à fait la même pollution, puisque c'était une carrière, mais je me retrouve dans une jungle et je me dis mais qu'est-ce que je vais choisir comme plante à ce moment-là, puisque, petite précision peut-être,
Comme je disais, les plantes hyperaccumulatrices, elles sont rares. Et donc, notamment, c'est aussi côté de Patrick quand il me dit allez, c'est parti, tu t'y mets, faut que tu récupères des plantes. Et je me dis, ben oui, mais c'est pas évident en fait de les obtenir, sauf que c'est vraiment un obstacle et son approche relativement empirique de on passe à l'action. Ben, je dois aussi changer un petit peu mon approche et c'est comme ça que je me retrouve à être plutôt cueilleuse et exploratrice sur ces sites. Et donc, sur ces sites, ben, qu'est-ce que je vais cueillir? Et je cueille, je calcine, je transforme. Et donc, un des points avec Patrick, c'était aussi le fait que j'arrive, et comme beaucoup, avec une des références de Daniel de Montmolin qui a travaillé énormément sur les cendres. Et puis je vais le voir aussi en lui disant est-ce qu'il faut que je m'y prenne comme ça? Est-ce qu'il y a des recettes? Et ce que j'ai aimé au début, c'était un peu ça m'a secoué parce que il me disait si tu veux tu peux te lancer en fait dans ces approches de chimiste, mais à ce moment-là ça va vraiment être très long. Et comme il sait le faire très humblement, à dire oui, bah, tu peux peut-être essayer un petit peu comme ça. Il envoie toujours ça à la légère. Et en fait, son riche parcours fait qu'il nous envoie effectivement sur des pistes plutôt fructueuses. Et donc, moi, c'était important. C'est pour ça que j'insiste dessus aussi. C'était important son regard justement et son accompagnement pour développer cette palette de couleurs, parce que sinon je ne l'aurais pas obtenue. Voilà. Mais bien sûr, il a fallu passer du temps dans cet atelier, d'où la rencontre avec Laureline, voilà, les nombreuses discussions. Mais il n'y a pas eu que des discussions avec Laureline, il y en a eu beaucoup, beaucoup avec Patrick, et qui en fait, au fur et à mesure, me raconte tout simplement sa vie, mais sa vie qui est assez passionnante, et où en fait, je me rends compte qu'au fur et à mesure qu'il me décrit sa vie, et ben que elle fait vraiment écho avec mon projet. Et du coup, peut-être pour enchaîner avec ça, déjà la pièce que vous pouvez voir à l'écran, cette pièce que j'ai appelée le feuillardier, en fait, elle part d'une approche assez scientifique, j'ai envie de dire, de travailler avec eux, voilà. Mais au cours de mes explorations, de mes cueillettes, en fait, je me disais, mais oui, mais tu vas sur des sites complètement différents les uns des autres, tu vas cueillir des plantes aussi différentes. Enfin, comment tu vas savoir est-ce que les polluants donnent vraiment un résultat, etc. Et donc, c'est là que j'ai eu cette approche assez rationnelle de me dire, en fait, il va me falloir un référentiel. Et donc, pour ça, je me suis dit, mais quelle est la plante que je peux retrouver sur tous les sites? C'était pas, enfin, quasiment tous les sites, mais c'était vraiment, je suis sûre de trouver cette plante. Et donc, encore une fois, le lien avec le contexte, je me suis arrêtée sur le châtaignier, puisque dans la région, il y avait des anciennes châtaigneraies, ça s'est disséminé, voilà. Je me suis intéressée au châtaignier, qui, de prime abord, semble pas forcément hyper accumulateur, mais... et donc, de prime abord, il est pas connu comme étant hyper accumulateur, mais j'ai voulu m'intéresser à celui-là pour que ça me permette de comparer les différents sites. Et j'ai eu effectivement des résultats variés. Je pouvais avoir vraiment des couleurs différentes. On pourrait le voir de plus proche sur le site dans quelques jours. Mais j'obtenais vraiment des teintes roses et aussi selon les cuissons, en fait, des céladons, donc des bleus ciel. Bref, voilà, mais au-delà de... Enfin, si le châtaignier m'a intéressée, c'est aussi par rapport au fait que... donc on le trouve couramment parce qu'il y a un savoir-faire dans cette région, le savoir-faire des feuillardiers. Et donc c'est une gestion du châtaignier assez particulière, les trognes ou les arbres têtards, où on va tailler en fait les branches pour les utiliser, et l'arbre reste sur pied. Et donc ce côté-là m'intéressait beaucoup parce que toujours en m'imaginant
la mise en place d'une potentielle culture, et ben, cette gestion m'intéressait parce qu'on gardait l'arbre sur le pied et donc tout l'écosystème racinaire de l'arbre était là et pouvait aider justement à la réhabilitation du site et à recréer l'écosystème. Et donc, en discutant avec Patrick, eh ben, il s'avère que dans sa famille, au-delà d'avoir des gens qui ont travaillé dans des, peut-être qu'il reviendra dessus, mais dans des carrières de kaolin, il a aussi eu dans sa famille des feuillardiers. Et donc, c'était le premier point non, un des points d'accroche, voilà. Et donc, sur cette pièce, il y a aussi des fameuses clisses de châtaigniers, donc les pièces produites par ces feuillardiers qui servaient en fait à entourer des tonneaux. Et donc, moi, voilà, je voulais les confronter à ces formes-là aussi, émaillées avec des émaux à partir de cendres de châtaigniers venant de différents sites. Voilà à ce niveau-là. Donc, bref, je vais accélérer un petit peu quand même. Mais, à ce moment-là, la résidence en fait, à l'ENSA de Limoges se termine. Ça se termine pour moi. Et après notre première, j'ai envie de dire, notre début de collaboration, enfin nos premiers échanges avec Patrick, et voilà, quand on a fait connaissance, donc il me parle aussi de son approche à lui, d'artiste, dont il va nous parler un petit peu, mais et cette approche en fait qui fait vraiment écho avec mon travail à ce moment-là, où voilà, une certaine circularité. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire là ? Oui. Et donc, à la fin de cette résidence, je lui propose qu'on continue en fait à travailler ensemble, parce que un des points, en fait, c'est que dans mon raisonnement, il y a effectivement, est-ce qu'il faut poursuivre vers une échelle industrielle, un plus gros développement, ou est-ce qu'il faut penser à une valorisation en fait de ces végétaux sur ces sites à une plus petite échelle, plus artisanale. Et donc, Patrick me donne des pistes au niveau industriel qui sont encore à creuser, à mettre en place. Et du coup, ensemble, par rapport à l'affinité, à nos affinités, à la proximité de nos approches, je souhaite qu'on continue ensemble. Donc ça fait pas longtemps, puisque lui, quand je termine ma résidence, lui, il prend sa retraite. Donc là, c'est aussi une aventure qui commence. Mais peut-être que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton approche en tant qu'artiste, et qu'on voit aussi du coup les points de proximité. Mon approche personnelle en tant qu'artiste, il y a une expression qui est employée sans doute un peu partout, mais qui s'appelle l'art d'accommoder les restes. Donc quelque part, j'essaie d'être dans le zéro déchet, c'est-à-dire que dans mon travail d'atelier, on génère des couleurs, des couleurs qui sont des pigments souvent toxiques, qui proviennent de métaux lourds, des cadmiums, des séléniums, des cobalt et autres. Donc à partir de là, ils souillent les chiffons que l'on utilise, il y a des souillures un petit peu partout dans les ateliers. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et comment on peut les réutiliser ? Alors j'ai observé une chose, c'est que lorsqu'on mélange ces colorants à des médiums, ils sèchent dans le fond des tasses ou des gobelets utilisés lorsqu'on ne les a pas utilisés pendant un moment, et ils deviennent des craies où ils deviennent solides. Et à partir de là, on peut faire des crayons, on peut écrire avec, on peut tracer. Donc l'idée, ça a été de refabriquer des crayons à partir de pigments, de colorants, d'émaux, d'oxyde, pour écrire tout simplement sur des pièces de céramique, plutôt la porcelaine en ce qui me concerne, puisqu'on est dans un environnement porcelainier. Donc l'idée a basculé un petit peu avec la proposition d'Anne de fabriquer des crayons de cendre, donc de solidifier et de pétrifier les cendres à partir de principes simples de paraffine ou de gomme à dragante, gomme arabique. Après quoi, on a mis des cendres dans des creusets, on a cuit ces creusets. Je me suis rendu compte il y a peu de temps qu'on avait une matière, la cendre compactée devenait solide. Donc si on mélange un petit peu de feldspath, de matière fondante à ces cendres, en certaines proportions, on va obtenir des briquettes de cendre,
peuvent devenir un matériau extrêmement léger. Alors les applications, je ne les connais pas encore. Et lorsqu'on parle d'empirisme dans mon travail, c'est finalement quelque chose qui conduit, une expérience qui conduit à une autre aventure, une autre intention. Donc voilà. Alors à partir de mes chiffons, j'ai cuit les chiffons. Et en cuisant les chiffons, il y a une restitution totale de la couleur dont étaient imprégnés les chiffons. Alors, selon qu'ils étaient imprégnés de couleurs basse température aux températures hautes, il y a des modifications, mais c'est quelque chose qui peut être géré. Alors évidemment, l'industrie produit énormément de chiffons qui vont dans les centres de retraitement où on récupère les métaux qu'ils contiennent, quelquefois, pour d'autres, on ne sait pas exactement ce qu'ils deviennent. Donc pour les métaux précieux, oui, pour l'or, les platines et autres, tout est récupéré, mais pour le cobalt et les cobalt, manganèse, fer et autres, il n'y a pas forcément de récupération. Donc moi, je récupère dans une autre forme de pétrification par la cuisson les couleurs qui ont imprégné ces étoffes. Donc voilà un petit peu mon parcours. Et ma proposition, c'est de dire, je ne vais plus acheter des choses dans le commerce en tant que céramiste. J'essaie de travailler avec l'existant, avec ce qu'il y a dans mon environnement. Et donc les cendres de Anne viennent très à propos, puisqu'on peut essayer, Anne, par ses expériences, a développé un certain nombre de démos où on peut lire des traces de manganèse, de nickel, pas de cobalt, mais de fer, et autres. Donc on peut les identifier comme ça à l'œil nu. Après, ça demande des précisions de laboratoire, mais il y a parfaitement moyen, avec certaines quantités, d'imaginer des céramiques qui intégreraient ces colorants. Et peut-être que la dernière discussion qu'on a eue, je crois, on a trouvé vraiment un point d'accroche aussi avec le fait où il me disait que j'étais assez obstinée et en fait, cette obstination, elle est notamment avec le fait de vraiment vouloir développer toujours plus cette palette de couleurs et en fait de chercher comment transformer ces cendres. Et en fait, donc dans le Limousin, j'ai récolté une 50aine de plantes différentes. Et donc, selon en fait les techniques, certaines plantes vont très bien fonctionner à telle température, sous telle forme, mais pas toutes. Et donc, ce que je souhaite faire avec Patrick, notamment, c'est par rapport à son expérience et comme il vient de le dire un petit peu, son approche de la couleur assez variée avec les restes de chiffon, des crayons, mais vraiment son approche empirique expérimentale, c'est en fait qu'on cherche pour les cendres où on n'obtient pas de résultats, par exemple avec des mélanges assez basiques, enfin ce qu'on a pu faire déjà autour des émaux, c'est de chercher en fait d'autres manières, mais d'avoir une obstination en fait, de se dire oui, ce serait plus simple si on voulait obtenir du bleu, ou ce serait plus simple tout simplement pour faire nos expériences d'aller chercher des éléments dans une boutique de céramique, chercher en fait du cobalt qui va être extrait de certaines mines à l'autre bout de la planète, avec on sait les conséquences de guerre, enfin bref, tout ça. Et mon obstination, c'était de dire oui, mais là on va chercher en fait à transformer ces végétaux qui vont dépolluer ces sols et faire uniquement avec ça. Et c'est là, je pense qu'il y a vraiment un point d'accroche avec Patrick, de s'accommoder des restes. Et là, vraiment, c'est des restes des activités industrielles, d'un lourd passé, mais aussi effectivement de réfléchir à l'échelle du territoire de manière contextualisée, de se dire on va essayer d'avoir des couleurs à partir de nos plantes, et s'il y a une telle tradition autour des émaux dans le Limousin, c'est aussi parce qu'ils ont su aller chercher leurs couleurs sur ce territoire-là. Donc voilà, et donc ensemble, c'est vraiment ça l'idée. Voilà, et peut-être que je te laisse enchaîner. Oui, justement, justement, vous m'entendez là, ouais. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il y a vraiment dans cette quête de chercher la couleur, il y a vraiment la couleur, cette transformation par les émaux est vraiment un moyen de rendre visible ce que tu dis, en fait, ces restes, ces vestiges, tous ces déchets en fait
qui sont appelés communs négatifs, c'est-à-dire cet héritage de l'Anthropocène, tout cet héritage industriel qui finalement est quelque chose qu'on relègue du côté de l'immonde, de ce qu'on ne veut pas voir et dont on ne veut pas se charger. Et en fait, dans cette démarche de le rendre visible, il y a aussi une invitation très politique et très collective de le montrer aux yeux de tout le monde pour l'assumer d'abord, et ensuite accepter de le prendre en charge et d'être vraiment dans une démarche aussi de faire avec ce qu'il y a, de ce dont on a hérité, pour en fait chercher à transformer quelque part ces sites en quelque chose de positif, dans une forme de régénération. Et peut-être un dernier point où Patrick en fait est vraiment une personne clé à la fois sur ces questions de recherche de couleurs que tu as décrites. Vous êtes retrouvés sur cette affinité, dans cet état d'esprit justement de circularité. Mais le troisième point, c'est aussi en fait qui a pu t'aider toi à ancrer ta pratique, à la territorialiser dans ce nouvel espace que tu étais en train d'explorer. C'est votre connaissance en fait extrêmement fine des réseaux d'acteurs qui vous ont permis d'aller explorer en fait. C'est tous ces liens humains qu'il y a aussi derrière et ces rencontres qui sont nécessaires à l'élaboration de cette pratique. Voilà, ça concerne la part d'intimité que je peux avoir avec les populations, avec le territoire. C'est-à-dire que les mineurs, on les connaît, les mines d'or ont été abandonnées, il y a des tragédies humaines. Il y a eu un ressenti humain assez fort dans ces lieux. L'usine de porcelaine comprenait environ 300 personnes. Aujourd'hui, il y en a 5. Donc, il y a eu... on a laissé sur le territoire, en fait, que ce qui était résiduel, quoi. Peut-être les pollutions. Et là, justement, Anne, en fouillant le sol, elle fouille aussi plus loin que le sol, quoi. Ces plantes ravivent et remettent en question un petit peu pas mal de choses. Et du coup, c'est pour ça que j'accompagne son travail, parce que je m'y sens concerné. J'ai cette proximité avec le lieu. Qui vous a transformé aussi, parce que finalement, vous avez été amené avec Anne à pratiquer des lieux qui sont des lieux dans lesquels on n'est pas vraiment accueilli, en fait, ces anciens sites miniers. Alors, c'est Anne qui se charge de la prospection. C'est Anne qui va au charbon. C'est mon petit plaisir solitaire. Et donc là, on a beaucoup parlé de phytoextraction, mais tu t'intéresses aussi de plus en plus à la phytostabilisation, aux questions d'agroforesterie, notamment liées à cette question d'échelle et de mise en culture. Et c'est aussi à la faveur d'une résidence que finalement tu pars explorer un nouveau territoire, qui est le pays de Montbéliard. Et peut-être tu peux nous parler en fait de cette opportunité de résidence que tu as eue là-bas et ces rencontres qui en ont amené d'autres. Oui, donc comme on pouvait le voir sur les autres écrans, notamment avec les nombreux sites pollués, et ce qu'expliquait Michel, en fait, il y a différentes techniques de phytoremédiation, donc différentes techniques de dépollution, différents processus qu'emploient les plantes. Et du coup, en fait, ils sont quelques-uns... quelques chercheurs, quelques scientifiques à travailler très sérieusement sur ce sujet depuis pas mal d'années. Et donc, je connaissais un petit peu le travail de Michel. Comme Anaïs l'a dit, ce qui m'intéressait particulièrement chez lui, alors, donc, il travaille plutôt au moment où je le rencontre, et le travail que je connais, c'est plutôt un travail autour de la phytostabilisation. Et ce qui m'intéresse particulièrement en fait dans son travail à ce moment-là, c'est que il a mis des cultures en place. Et comme je l'expliquais précédemment, c'est que c'était un peu un obstacle pour moi quand je voulais travailler avec ces plantes. Et lui, en fait, pour moi aussi, là, il avait dépassé certains obstacles, et donc il avait mis ces cultures en place. Et comme je l'expliquais un petit peu avec le châtaignier, ce qui m'intéressait aussi particulièrement, c'est que ces cultures mises en place, c'était dans une logique d'agroforesterie. Donc, il va nous en parler un petit peu de cette approche-là. Mais du coup,
notre rencontre, en fait, effectivement, ça se fait dans le cadre d'une autre résidence, qui s'appelle Un artiste, un labo, donc qui est organisée par l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, là aussi, c'est une résidence de recherche, mais il s'agit vraiment d'accueillir un artiste, designer dans un laboratoire de recherche. Et puis là, libre à nous de faire ce qu'on veut. Cette année-là, c'était qu'en 2022-2023, c'était avec le laboratoire Chrono-Environnement, donc le laboratoire de Michel Chalot. Et donc, moi, je saute sur l'occasion en me disant génial, c'est l'occasion de poursuivre ce projet-là. Voilà, il y aura eu des petits détours, on va dire, parce qu'il y a trop de chercheurs passionnants. J'aurais mis un petit peu de temps, mais aussi, c'est des questions de saisonnalité et puis de projet. Voilà, et donc, on se rencontre avec Michel. Et puis j'y allais un petit peu pour justement la phytostabilisation, l'agroforesterie, ces histoires-là. Et puis, en fait, ça prend là aussi un autre tournant. Mais peut-être que, Michel, du coup, je peux te laisser sans la diapo, parler peut-être un peu justement de cette technique d'agroforesterie, parce que c'est vraiment important, moi, dans ma pratique. Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, l'important, c'est de pouvoir couvrir ces sols pollués. Donc, c'est là où intervient la phytostabilisation. Finalement, on va apporter un couvert végétal, donc notre travail de sélectionner les espèces, etc. Et puis, au-delà de ça, donc, pour nous, c'est aussi de produire de la biomasse. Donc, parce que planter pour planter, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, il faut qu'on puisse valoriser la biomasse qu'on met en place sur les sites pollués. Et donc, on a beaucoup travaillé. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille avec des espèces comme le peuplier, le saule, parce qu'elles sont intéressantes en termes d'extraction de métaux. Ce sont des espèces qui poussent vite, dont on peut valoriser la biomasse. Et puis, on a observé sous ces saules, sous ces peupliers, que se développaient en particulier donc, des espèces comme l'ortie. Et un jour, on s'est dit avec des collègues, mais l'ortie, c'est une plante intéressante pour beaucoup de choses, mais surtout pour sa fibre. Et justement, à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, on a un laboratoire qui travaille sur les propriétés des fibres végétales. Parce que vous savez que maintenant, dans les véhicules, par exemple, on a Peugeot, l'usine Stellantis, qui est à quelques kilomètres du laboratoire. Et bien, dans les véhicules Peugeot, on a des garnitures intérieures qui sont faites d'un minimum de 30% de fibres végétales. Et donc l'idée avec le collègue, c'était de se dire, ben voilà, pourquoi pas la fibre d'ortie, puisque cette ortie, elle pousse naturellement dans des systèmes agroforestiers. Donc agroforesterie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on plante des arbres, et puis on va entre les arbres, on va entre les rangs d'arbres, on va planter autre chose qui peut présenter un intérêt. Moi, j'ai visité des cultures, des peupleraies au Chili, par exemple. Mais au Chili, qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent du maïs entre les arbres. Et nous, sur nos sites pollués, qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, on a observé de l'ortie. L'ortie qui domine, qui devient dominante. 90%, 95% des espèces sous les peupliers, c'est de l'ortie, parce qu'elle y trouve en fait une certaine protection par rapport à un ensoleillement trop fort. Donc elle se plaît bien sous les saules et les peupliers. Pas seulement en contexte pollué, mais en tout cas, sur nos sols pollués, on l'a trouvé. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à proposer un projet européen sur la valorisation de la fibre d'ortie dans un contexte d'agroforesterie. Et donc, ça a débouché sur des travaux de recherche sur la qualification de l'ortie. Est-ce que cette fibre qui pousse dans un environnement un peu contraint, est-ce qu'elle a les mêmes qualités que l'ortie normale? Ben oui, elle est tout à fait intéressante. Il y a un petit peu de polluants dans l'ortie, mais on peut s'en accommoder parce que c'est des seuils très, très, très bas. Mais voilà, donc ça nous a donné l'occasion de travailler avec une plante d'intérêt économique et qui présente donc aussi des qualités en termes de biodiversité. C'est une plante qui accueille beaucoup d'insectes, qui reconstitue donc la biodiversité sur des friches industrielles. Donc pour nous, elle avait une multitude d'intérêts. Donc ça, c'est passionnant. Sauf que quand je l'ai rencontré, eh ben, il a rapidement dévié mes intentions et il m'a mis sur un autre site. Donc peut-être que tu peux rapidement parler de ce site et du coup de ce que tu m'as proposé. Effectivement, donc, à l'époque, on était en plein sur le développement d'un projet obtenu dans le cadre de l'agglomération. Donc c'est Pays de Montbéliard Agglomération qui a obtenu un programme territoire d'innovation. Et donc, dans le cadre de ce programme financé par le ministère de la Recherche, on s'est retrouvé donc avec un consortium, donc des chercheurs, des
des industriels, des collectivités et puis les citoyens aussi à travailler sur cette friche, donc la friche qu'on a appelée la friche de Vieux-Charmont. Et cette friche, donc, elle est située en plein cœur de ville. Et donc, c'est une friche dont l'origine est tout simplement la présence d'industries liées à l'automobile et à l'horlogerie, et qui ont, pendant, on va dire, un siècle, déposé un peu les déchets. Il faut revenir un siècle et demi en arrière. L'environnement, ce n'était pas une des préoccupations majeures. Et donc, voilà, quand on avait des déchets, qu'est-ce qu'on faisait? On les mettait sur une zone où on espérait qu'ils restent là pendant des décennies. Et puis, c'est maintenant qu'on doit gérer ces pollutions. Et donc, c'est une zone qui est clôturée par des préfectorales parce que là, on a vraiment des concentrations très, très importantes de métaux dans les sols. Et donc, ce projet a pris corps. Et puis, c'est à ce moment-là qu'est intervenu, on s'est rencontré avec Anne. Et puis, je lui ai proposé d'intégrer un peu les projets de recherche, de prendre en charge des étudiants pour travailler donc sur cette friche. Et l'intérêt de cette friche, c'est qu'aussi, on a, comme l'a fait Claude Grison sur le site des Avinières, eh bien, on a pu mettre en évidence une plante un peu particulière, une plante hyperaccumulatrice, qui s'appelle l'alière, Aliaria petiolata, qui est une plante donc, typique des milieux pollués, qui est aussi une hyperaccumulatrice de métaux. Donc un très bel exemple de plantes d'intérêt pour justement la requalification de ces friches et pour permettre aussi sur le plus long terme de dépolluer donc les sites pollués. Et oui, du coup, sur ce site qui est devenu un parc donc à la fois expérimental, donc le laboratoire de Michel mène des recherches sur une partie du parc, et une deuxième partie, vraiment le parc est divisé en deux, une autre partie qui est accessible au public, qui là pour le coup a été dépolluée avec d'autres manières, justement traitement hors sol, pour qu'il n'y ait aucun risque pour le public. Et donc moi, en arrivant sur ce site, donc il me propose de mener un projet tutoré avec des étudiants à lui. Et donc moi, l'objectif sur ce site, en fait, ça va être de chercher de diversifier un peu les valorisations possibles des végétaux présents sur ce site, et encore dans la même démarche d'aller cueillir, de faire un peu un inventaire que je fais avec un inventaire assez exhaustif que je vais faire avec les étudiants, et puis de faire des essais avec les étudiants aussi. On a pu faire des teintures, du papier, et quand on commence ces expériences, on tombe aussi sur d'autres surprises, donc des matériaux plus solides. Mais donc on a aussi fait des tests de toxicologie, de voir quels sont les polluants absorbés par les plantes, pour réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces plantes, est-ce qu'il y a un risque de les manipuler, bref, toutes ces questions-là. Mais là où je veux en venir surtout, c'est que tout ce travail-là avec les étudiants, il s'agit de faire une espèce de cartographie sensible, mais au cours de cet avancement, et en fait au moment où je découvre en fait ce nouveau territoire, son passé, et puis juste le fait d'être sur ce site, en fait l'usine qui pour moi dont l'activité a été arrêtée, il y a eu des batailles ouvrières, et donc il y a beaucoup moins d'employés qu'avant, mais il y a eu un maintien parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation, et il reste une petite activité. Mais, et puis tous ces mouvements ont eu lieu au début des années 2000, donc c'est assez récent. Et donc en découvrant tout ça, je me rends compte que le passé... Ouais, il est toujours vivant, et il y a des vestiges, il y a la mémoire des gens qui ont travaillé, qui se sont battus, ou simplement des riverains, puisque effectivement c'est au cœur d'une village, voilà, mais il y a une proximité avec les habitants, et donc là ma vision change un peu, et je me dis mais en fait je cherche des usages pour ces végétaux. Mais il y a une autre dimension qui apparaît, c'est l'usage en tant que parc, et la population qui va aller sur ce site. Et ça, c'est un point qui, du coup, commence à prendre de la place. Et puis, au courant de cette fameuse résidence et de l'exposition de mes travaux, je rencontre Caroline, qui, elle, avec tout son parcours au niveau
sciences sociales, me dit que c'est un travail qui l'intéresse et qu'elle serait ravie de pouvoir poursuivre avec moi. Donc là, la démarche change un petit peu. C'est pas moi qui me suis rapprochée de certaines pratiques, c'est plutôt elle, et c'était une bonne chose qu'elle vienne, puisque ça prenait une part importante de toute façon dans ma recherche. Mais je n'avais pas forcément les outils. Et donc, en faisant ce constat-là, de cette présence vraiment de ce passé, d'ailleurs toujours actuel, et je me rapproche d'elle et je lui dis est-ce que ça t'intéresse toujours et est-ce qu'on peut continuer, et comment est-ce qu'on s'y prend. Donc peut-être que Caroline, tu peux prendre le relais, et toi aussi avec ton regard, les travaux que tu as pu mener, et qu'est-ce qu'on découvre ensemble. Ouais, je vais parler quand même de notre rencontre, parce qu'en fait notre rencontre, on peut dire que c'est une sorte d'alignement des planètes. Voilà. Je vais faire plein de métaphores astronomiques probablement, parce que oui, moi j'étais étudiante, je finissais mon mémoire sur une usine textile de Besançon qui a fermé au début des années 80, et j'étais vraiment sur la mémoire ouvrière, un truc un peu classique, sauf qu'en fait cette usine, elle a eu une vie après la fermeture. Elle a eu une vie de friche pendant un certain temps, et puis après elle a eu une vie de réhabilitation en parc post-industriel. C'est un truc qui est assez à la mode en ce moment, avec tout un changement de symbole du lieu, d'une sorte de verrue un peu disqualifiée. C'est devenu un parc qui fait la promotion du sport outdoor, de l'environnement, etc. Donc voilà, c'était assez marrant. Et puis du coup, j'avais un peu suivi. Je me suis dit, finalement, l'histoire, quand on travaille sur une mémoire ouvrière, une mémoire industrielle, on travaille finalement pas que sur la vie des gens, leurs conditions de travail, c'est très important, hein, mais aussi sur la vie du lieu. Elle continue, la vie du lieu, ensuite, même quand les personnes disparaissent. Et puis, il se trouve que j'étais médiatrice scientifique à l'université, et je savais qu'Anne Fischer existait. Elle ne connaissait pas mon existence, mais moi, je connaissais son existence parce que je savais qu'elle faisait sa résidence au laboratoire, et je l'ai rencontrée lors d'un événement. Donc vraiment, c'était aussi un peu du hasard. J'ai été la voir pendant que j'avais une petite pause, et on s'est rendu compte que quelque part, on n'était pas dans le même domaine, mais peut-être qu'on parlait pas exactement le même langage, mais on parlait de la même chose. Elle était vraiment, j'ai tout de suite vu qu'elle était intéressée par l'histoire industrielle. C'était pas que l'objet, c'était pas, j'avais l'impression qu'on parlait de la même chose. Et puis on est resté un peu en contact en se disant qu'on pouvait travailler ensemble. Et par un autre hasard, j'ai eu un autre emploi qui fait que je devais m'intéresser au Living Lab. Voilà, et que je devais régulièrement peut-être aller à Montbéliard et suivre un petit peu ce que faisait Michel Chalot, enfin de loin, hein, c'est pas moi la personne principale qui me charge de ça. Et donc je me suis dit, allez, j'y vais. J'ai pas le cadre des moyens et du temps comme quelqu'un qui ferait une thèse sur le sujet, ou des professionnels qui sont là. Mais il y avait du coup cette liberté de faire ce qu'on voulait, dans la forme. Donc je me suis dit, allez, j'y vais. Puis en plus, elle me tannait pour venir. Sachant que je ne savais pas trop ce que j'allais faire, j'étais un peu en mode modestie, parce que moi, je n'ai pas l'expérience des personnes qui sont là. C'est une toute petite expérience. Et puis en fait, c'était vraiment chouette. Parce que finalement, on a un tout petit terrain. C'est quoi? C'est 2 hectares. Voilà, une petite zone tampon entre 2 usines. Voilà, un site pollué. Donc assez délimité en termes d'espace, et puis même en termes de temps, parce que le Living Lab lui-même existe depuis pas si longtemps. Et voilà, on est dans le présent, il faut dépolluer les sols. Et en fait, pas du tout. Quand on commence à tirer un petit peu l'histoire, en allant chercher un petit peu partout, en fait, c'est ce que vous disiez juste avant, c'est que finalement, on a une histoire beaucoup plus complexe, puisqu'on a déjà l'histoire de l'usine, donc avec les gens qui y ont travaillé, avec les mutations aussi de cette usine. On est passé de l'horlogerie à un sous-traitant, on pourrait dire presque de Peugeot, parce que c'est le fief de Peugeot, ce lieu vieux Charmont qui fait partie du pays de Montbéliard. Et puis, cette usine, finalement, elle raconte aussi l'histoire de Montbéliard. Elle raconte l'histoire de l'enclave qu'est Montbéliard, avec la domination du site Peugeot. D'ailleurs, l'usine qui est juste à côté de ce site, c'est une usine, si Peugeot ferme, qui probablement peut-être n'existera plus, puisque c'est des constellations de petites usines qui sont autour de tout automobile. Et puis, s'il y a une récession ou si ça ferme, il y a tout qui s'écroule.
Donc c'est super intéressant. Donc il y a toutes ces luttes sociales, il y a toutes ces histoires-là. Et puis en fait, finalement, ce lieu, il raconte plein de choses. Il raconte l'essor de l'industrie dans ce lieu. Et il raconte aussi l'inverse, c'est-à-dire ce moment où il y a eu un peu de récession. Il y a des sites qui ont fermé, on a changé plein de choses, la façon de faire du management, la façon de faire de la production. On a préféré avoir des plus petits sites plutôt que des grands sites. Et ça a libéré plein de terrains, plein de friches industrielles. Et la friche industrielle de Vieux-Charmont, c'est juste une petite friche parmi, je ne sais même plus, peut-être que Michel sait, 120 hectares, 120 hectares de friches industrielles dans la zone Nord-Franche-Comté. Donc c'est vraiment une toute petite chose, mais ça raconte en fait tout ça. Et finalement, ce lieu, l'idée c'était de se dire qu'un lieu, c'est une accumulation de traces du passé, du présent, soit qui vont se recouvrir les unes les autres, soit qui vont en faire disparaître, qui vont en enfouir. Et puis c'est une histoire d'usage. Donc il y a effectivement les anciens ouvriers, ceux qui sont encore là, puisque le site existe encore un petit peu, hein, il y a 40 personnes qui travaillent encore. Ça va raconter, je ne sais même pas, il y a aussi, oui, il y a les personnes qui viennent sur le parc pour se promener, il y a les riverains qui ont des anecdotes à raconter sur ce lieu, parce qu'ils l'ont vu évoluer. Avant, il n'y avait pas d'étang. Il y en a certains qui nous racontent qui sont un petit peu attachés à ce lieu parce qu'ils venaient y ramasser des pissenlits avec leur grand-mère. Enfin, c'est plein de petites anecdotes comme ça qui s'accumulent. Et on voit qu'il y a des usages, il y a des usagers, maintenant il y a des chercheurs, il y a des artistes. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des animaux, il y a un ensemble de végétaux. Donc ça raconte plein d'histoires. Et ce que je trouvais chouette avec Anne, c'est ce côté un peu expérimental. Alors elle ne l'a pas dit, mais quand elle a travaillé avec des étudiants, elle avait une idée, j'y ai beaucoup pensé depuis que tu m'en as parlé ce week-end, de travailler éventuellement avec des calques. Tu vois, tu m'avais raconté que ce serait bien d'avoir différentes lectures d'un lieu et de faire travailler des étudiants à un calque, je ne sais pas, peut-être avec des végétaux, tel type de végétaux, un autre calque, et de les accumuler les uns sur les autres pour avoir une lecture un peu de plein de fragments. Puis tout d'un coup, ça ferait un objet un peu plus total avec toutes ces couches. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, quand je fais de la socio-anthropologie, je fais exactement la même chose que ça. Je mets plein de couches de calque qui mélangent de l'histoire sociale, de l'histoire familiale, des anecdotes individuelles, peut-être des éléments sur le terrain, pourquoi pas, on peut rajouter des choses sur les végétaux, etc. etc. Et ça permet d'avoir une lecture à la fois fragmentaire, mais en même temps assez totale d'un lieu. Peut-être que je prends un peu de l'avance sur ce qui va être dit après, mais justement, et là, je me suis dit qu'en fait, ça avait vraiment du sens mélanger sciences sociales, sciences on va dire dures, et art. C'est pas du tout en contradiction, quoi. C'est vraiment, ça va vraiment très très bien ensemble. Et en fait, on fait les mêmes choses puisqu'on expérimente, on observe. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On est créatif, et il faut faire des relations entre les différentes choses pour voir quels sont les liens entre tout ça. On travaille sur différentes temporalités. On fait la même chose, c'est juste qu'ensuite, il y a une autre réflexion sur la forme que ça prend. Et nous, on n'est pas forcément très créatifs à l'université, et souvent, ça prend la forme d'un article, voilà. Alors que là, on peut aller beaucoup plus loin et avoir d'autres formes. Et on est intéressé à la fois par le processus et par le résultat. Donc, moi, j'ai trouvé ça... Enfin, c'est que le début. Voilà. Donc, je suis vraiment au tout début. Si vous me faites revenir dans plusieurs mois, on pourra vous raconter toute l'histoire de l'enclave de Montbéliard, voilà, l'enclave protestante, etc. Mais en tout cas, oui, moi, je connaissais... Pour parler d'un truc personnel, je viens d'une ville qui est à côté de Montbéliard, et je ne connaissais pas du tout cette histoire. Je ne connaissais pas du tout toute la mémoire qu'il y avait sur on va dire, ce territoire industriel, à part que Peugeot, c'était vraiment un fief, puisque toutes les relations sociales, on peut dire, sont presque liées à Peugeot. Peugeot a employé à un moment peut-être 40 000 personnes. C'était le plus gros site industriel d'Europe.
Les loisirs, c'était le CE de Peugeot. Les logements, c'était Peugeot. Les supermarchés, c'était Peugeot. Donc, c'était vraiment un cercle continu. Et puis après, voilà, ils avaient tout sur la vie économique, la vie municipale, etc., etc. Donc, toute une structuration de relations sociales en fonction de ça. Et en ayant un petit peu de déclin, du coup, ça a tout bouleversé au niveau économique, au niveau social, au niveau du paysage urbain. Et juste avec un petit parc, avec une petite plante, en partant de ça, on arrive à tirer une histoire globale et générale et pour moi personnellement très intéressante. Alors peut-être que vous, l'histoire de Montbéliard ne vous intéresse pas, mais pour montrer que voilà, avec un travail d'une designer, on peut aller extrêmement loin et faire une recherche hyper poussée grâce à elle. Voilà. C'est vrai qu'au début, quand tu as démarré la présentation du projet, on pourrait avoir le sentiment d'être dans une forme entre guillemets, de design des solutions, c'est-à-dire avec cette idée d'extraire, de dépolluer, de transformer, etc. Mais en fait, on se rend compte en vous écoutant tous les trois et en suivant vraiment ce travail au long cours qu'il y a une démarche exploratoire qui est complètement assumée et une forme d'incertitude. Quand on parlait par exemple avec Patrick, il me disait avec Anne, on est dans l'improbable. Et il y a cette chose assez intéressante, le fait que tu te déplaces de site en site, où il y a aussi, on voit comment, en fait, dans cette question de reterritorialisation du design, comment en fait tu te laisses transformer aussi par ces sites, et comment le fait d'être dans des contextes, dans des milieux différents, en fait, tu laisses intégrer ces choses-là pour venir en fait les laisser. C'est une forme de porosité qui va venir en fait en retour transformer ta propre pratique, faire évoluer tes questions de recherche et aussi les formes que ça peut prendre. Et je trouve que cette dynamique, une fois de plus circulaire, est extrêmement intéressante et elle laisse aussi beaucoup de place, on a vu, à la transmission, à l'expérimentation, à l'enseignement aussi, parce que finalement tu vas travailler aussi avec des étudiants. Enfin, il y a vraiment une circulation comme ça qui va venir créer ce qu'on peut appeler des savoirs situés. Et on parlait tout à l'heure de la question des échelles aussi. On voit que dans cet ancrage territorial, il n'y a pas non plus vocation à en fait mettre en place une forme d'expertise qu'on pourrait venir ensuite appliquer de la même manière sur tous les sites, mais plutôt une sorte de mise en commun et politique en fait de toutes ces une fois de plus de tous ces communs négatifs avec des formes de partage d'expériences autour de ça. Et c'est vrai que du coup, on en parlera tout à l'heure, mais autour d'un verre, mais ce serait intéressant de t'entendre aussi sur les perspectives et les modes de financement, puisqu'on n'en a pas parlé, mais peut-être que la question arrivera dans le public, puisque finalement, tu as une pratique qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut appeler un art écologique, un design écosocial qui existe depuis les années 70-80, et qui en fait a subi une forme d'invisibilité de par ces caractéristiques, c'est-à-dire le temps long, le travail assez besogneux. On n'est pas toujours dans des esthétiques spectaculaires, la forme n'est pas forcément l'objectif. Il y a une attention, une éthique dans les relations, une volonté de créer un lien durable, de créer des communautés. Et toutes ces choses-là font que voilà, c'est des pratiques en fait extrêmement riches, extrêmement intéressantes, mais qui ne sont pas toujours visibles. Alors toi, tu arrives peut-être à une génération, on est déjà dans une forme un peu on pourrait dire, au-delà de l'émergence d'institutionnalisation, tu as bénéficié du prix Coal, Art Écologie, tu as bénéficié aussi de résidences ou des résidences art sciences qui n'existaient pas peut-être à l'époque, mais on est quand même encore dans une quête de comment soutenir, comment accompagner ces projets et comment les financer et les faire exister, parce qu'ils sont absolument passionnant. Donc je ne sais pas, peut-être on peut laisser un peu la parole au public aussi et puis revenir sur cette question-là tout à l'heure ou même autour d'un verre. Je ne sais pas s'il y a les micros. Ah oui, il y a un micro qui est là derrière. Ouais. Oui, bonsoir. Vous avez parlé là justement en dernier du mode de financement, parce que en fait c'est un investissement et
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la mise en partage de ce que vous trouvez, ce que vous faites, ce que vous explorez, qui peut être un retour sur investissement par la notion du partage, que ce soit le partage vis-à-vis d'étudiants, d'un grand public, vis-à-vis d'industriels qui peuvent être intéressés par vos recherches, etc. Et est-ce que ça passe par une autre médiation, le partage, ou est-ce que vous êtes concerné par cette notion du partage, ou uniquement par votre recherche? Bon, enfin, je vais interpréter aussi la question Oui. telle que je la conçois, mais je pense que déjà, il y a un premier partage par le travail de recherche en lui-même, que ce soit avec les gens avec qui je vais travailler, où là déjà, justement, on l'a évoqué un petit peu entre nous, mais enfin, c'est évident qu'il y a une certaine transdisciplinarité. Donc déjà là, il y a un partage par rapport à une problématique. Moi, c'est aussi un peu ma façon de faire, de contextualiser effectivement les problématiques et de regarder en fait quelles vont être les disciplines qui vont se pencher sur ce problème-là et qui parfois et souvent ne travaillent pas ensemble parce que le système n'est pas forcément fait comme ça. Et du coup, moi, quand je vais travailler sur des sujets, eh ben, je vais créer des liens avec ces différentes disciplines. Donc, il y a déjà un premier partage à ce niveau-là. Ensuite, aussi en allant sur ces sites, il va aussi y avoir un partage avec les populations que ce soit là sur le parc ou vraiment dans un travail plus sociologique où on va rencontrer des personnes et où il y a aussi le partage de ces histoires où on les écoute. Je pense que c'est déjà ça aussi un partage dans l'autre sens de ces habitants qui vont pouvoir partager ces histoires et c'est important. Et c'est ça, je pense qu'Anaïs le disait assez, c'est que finalement j'ai un objectif. J'ai ma pratique de designer, mais la frontière est aussi assez floue entre art, design, parce que finalement ma pratique déjà en elle-même est une pratique artistique en fait, et le fait d'aller rencontrer ces populations, ça a déjà certaines vertus justement d'entendre leurs histoires, et moi je vais chercher prendre des notes de certains détails pour ensuite les mettre en avant à travers des projets. Mais donc il y a aussi du partage à ce niveau-là, et puis ensuite je pense que le partage vers lequel on veut aussi venir, c'est effectivement de comment est-ce qu'on montre ce travail. Et puis moi ça me questionne beaucoup, effectivement. C'est un travail au long cours, donc c'est pour ça qu'au début j'avais mis en place ce site, et même, enfin j'ai pu en parler même avec Michel. Rien que ça, enfin, je trouve que c'est super avec Michel qui est scientifique, de parler aussi de quel mode de valorisation de ce travail en fait, et lui dire mais ce site finalement, est-ce que ça doit être juste un partage de mon travail artistique, ou est-ce que il faut pas pousser ça plus loin? Est-ce que ça pourrait pas être aussi un endroit où on partage le travail des différentes disciplines autour de ces questions-là? Mais voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on expose? On expose, c'est ça, Laureline le disait aussi en préambule, c'est une recherche qui dure depuis un moment, qui est pas prête d'être finie, mais qui avance progressivement. Et autant, là, c'est plutôt de la recherche. Donc, comment est-ce qu'on monte la recherche? C'est vraiment une question. Je pense que, d'ailleurs, certaines recherches, c'est important pour moi de réfléchir à leur forme un petit peu en amont, mais aussi au courant du travail, pour qu'elles puissent devenir visibles. Mais ensuite, ça avance aussi, et typiquement le stade où on en est avec Patrick, et je vais un peu embrayer sur le sujet financier aussi. Pour le coup, c'est que finalement, il s'agit aussi de se dire, et le côté terre-à-terre de Patrick m'aide pour ça aussi, de se dire, maintenant, tu as encore à explorer, mais avec ce que tu as, qu'est-ce qu'on fait? Et par ces fameux échanges, ce partage, c'est aussi
comme ça que va venir une pièce, parce que pourquoi s'arrêter à tel moment pour faire une pièce, qu'est-ce qu'on va dire, quelle va en être la forme, etc. Mais en tout cas, donc, le côté terre à terre de Patrick va aussi me dire, Anne, c'est un moyen de financer aussi ta recherche, et du coup, la collaboration doit aussi aller vers la production de pièces qu'on puisse montrer, enfin exposer, partager comme ça, mais aussi, un gros mot, mais vendre, peut-être. Si je vous ai posé cette question, c'est que j'ai expérimenté en des années 90 la diffusion comme ça de collectage de patrimoine sonore, etc. Et j'ai obtenu des financements parce que j'ai une volonté de large diffusion, tout en gardant une extrême qualité, puisque j'avais fait un camion spécial que j'avais fait designer par Jean Nouvel, qui allait faire du collectage de patrimoine sonore dans les campagnes. Et j'avais aussi tout de suite initié un contrat avec Radio France et France Culture pour pouvoir le diffuser. C'est-à-dire que tout de suite, et les financements sont venus parce que j'avais élargi la diffusion. Enfin, je vous donne cet exemple-là. C'est le retour sur investissement de ceux qui financent le genre de travail que vous faites, qui est extrêmement important, mais parfois qui reste souvent confidentiel, ou qui reste entre chercheurs ou dans les universités, etc., qui finissent par j'allais dire, des piles de thèses empilées que personne ne lit, etc. Voilà, c'était pour ça que je vous avais posé cette question. Je vous remercie pour votre participation. Et je vous propose de poursuivre la discussion. Donc, il y a un verre qui vous attend à l'extérieur. Merci beaucoup. Merci.